Ouais, bonjour, tout ça. Deux infos. Un, c'est sponsor par Oli. Deux, il y a une collab Bob l'éponge. Allô! Oli est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes. La marque Oli possède 3 gammes distinctes. La gamme Ice Tea, la gamme Énergie et la gamme Sportive Hydratation. Faut quand même bien se resituer ce qui se passe. Il y a une éponge carrée nommée Bob qui vit dans un ananas au fond de la mer. Et pote avec une étoile de mer et un calamar. Et accessoirement un putain d'écureuil sous-marin qui nous a fait des gourdes pour mettre du Oli dedans. Je ne me drogue pas, d'accord? Et du 5 au 18 septembre, Oli propose une gamme Bob l'éponge. Avec les packs Bob l'éponge et le Starter Set, découvrez une gamme de produits uniques Bob l'éponge disponible en quantité limitée. Incroyable! Pour toute commande de 50 €, c'est les chaussettes Patrick qui sont offertes. Et pour 100 €, c'est le Thermo Shaker Patrick offert. Bob. Et en plus, il y a même un nouveau goût Bob l'éponge. Je vous cache pas qu'à un moment, j'ai eu peur que le goût Bob l'éponge soit un goût d'éponge. Sale, potentiellement. Mais non, ça va. Thé glacé ananas. Pour passer loin de la catastrophe. Oli est une solution plus écologique puisqu'un pot évite de jeter jusqu'à 50 canettes. Pas de sucre, pas de taurine et des arômes et colorants naturels. Oli utilise de la New Caf, une caféine cristallisée qui a un effet plus long terme et évite le crash post-caféine. La consommation de la gamme énergisante est conseillée à partir de 16 ans et plus. Salut Patrick et salut Carlo. Je me suis dans mon ananas toute la journée, Carlo. Gary, miaou, Je ne me drogue pas, d'accord? avec le code SylvainLife5, c'est 5 € de réduction sur les premières commandes. Et avec le code SylvainLife, c'est 10% sur toutes vos autres commandes. Merci à Oli et bonne vidéo! Mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, nous. J'espère que ça va, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Je me suis dit que après un peu de plage, un peu de mer, est-ce qu'on parlerait pas d'un scandale qui tue les gens? Pas bonne ambiance? Ok, je la refais. Vous connaissez la musique Takata? C'est horrible, je ne sais pas comment cette chose a terminé top 1 en France. Il y a bien René Lataupe qui a terminé top 1. Et Crazy Frog, mais c'est pas pareil. Ça va, ça passe. Oh, Ilona. Oh putain, Ilona Mitrecet. Waouh. Septembre 93, merde, on a le même âge. 1 520 000 exemplaires, meilleure vente single de l'année 2005 et de la décennie 2000-2010. Pardon, le 3e single d'Ilona s'appelle Dans ma fusée. Et oui, rappelez-vous Ilona qui chantait Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Le daron d'Ilona Mitrecet a créé l'émission Fort Boyard. On peut pas apprendre des trucs aussi importants comme ça en début d'épisode avant même de parler du sujet, c'est pas possible. Takata. Takata Bro. Ah, Takata est un duo de DJ italiens connu sous le nom de Takabro, sous le nom de Romano et Sapienza. Sapienza, ça veut pas dire sagesse en italien? Parce que j'ai joué à Bayonetta en fait. Sapienza Bayonetta, c'est un gros boss qui fait super peur. Un dragon géant avec une tête de bébé là. Super le jeu, hein, Bayonetta, n'hésitez pas. Hein. En fait, j'ai un gros problème, c'est que j'ai du mal à me concentrer et focus un sujet. D'ailleurs, là, Hugo qui est en train de faire le montage, je pense que t'es en train de te foutre en l'air. Que là on est parti d'Airbag tueur et on arrive sur Bayonetta le jeu, que je vous conseille encore une fois. Bon bref, c'est pas le sujet. Takata Remix. Putain, ils ont fait un album de 10 singles de remix de... Je sais que vous avez adoré l'épisode sur le Dieselgate, l'un des plus gros scandales de l'histoire de l'automobile. Alors autant vous dire que pour trouver un scandale encore plus grand que ça, franchement, faut y aller. Tu vas pas trouver des gens qui trichent à ce point-là, c'est pas possible. Et bah vous allez être surpris de savoir que ça concerne encore plus de véhicules. 4 millions, 5 millions, 200 millions. J'allais dire, je peux pas le dire parce que c'est horrible, mais je vais le dire. Statistiquement, dans le monde, vu qu'on parle de 200 millions de véhicules concernés, il y a peut-être quelqu'un qui a pris un airbag Takata dans le nez en écoutant Takata. Takata, c'est une entreprise japonaise créée en 1933. Et entre 1933 et les années 70, Takata va se spécialiser dans la fabrication de suspentes de parachutes. J'adore le concept qu'il y a des entreprises qui sont très spécialisées, mais alors se spécialiser dans les suspentes de parachutes, c'est quand même un truc de fou, hein. Le pire, c'est qu'ils font même pas le parachute entier, ils te vendent pas un pack. Non, 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 non. Ils vendent les fils qui te connectent à toi et le parachute. Genre, il y a de la demande. Il y a combien de gens dans le monde par an qui demandent des suspentes de parachute? Figurez-vous que ça a tenu pendant 50 ans. Alors, je sais qu'entre les deux, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Alors là, oh, les cordes à parachute, oh là. Les suspentes de parachute, c'est pour l'anecdote. En soi, on s'en fout un peu. L'important à retenir, c'est que Takata va devenir une entreprise spécialisée dans le tissage. Et vous savez dans quel objet il y a plein de trucs tissés? Dans les voitures. Et c'est comme ça qu'à la
la fin des années 70, Takata va commencer à diversifier son offre en proposant des ceintures de sécurité. Tous les constructeurs à cette période-là commencent à mettre des ceintures de sécurité partout. Et il y a un vrai marché à prendre. Il y a une vraie demande qui va se créer et Takata va commencer à fabriquer des ceintures de sécurité. Ils s'y sont mis puisque de façon évidente, les suspentes de parachute, ça allait pas les alimenter jusqu'à la fin de leur jour, tu vois. Et en plus de fabriquer les ceintures de sécurité, Takata va même commencer à produire les éléments qui sont autour, notamment des prétentionneurs. En fait, c'est un truc qu'on a totalement oublié aujourd'hui tellement ça a été généralisé, mais le fait d'avoir ta ceinture qui s'arrête quand tu tires dessus, bah à la base, ça existait pas. Dans les années 70 et avant, les ceintures de sécurité, elles étaient boulonnées. Alors, ce qui, je vous le dis, hein, est ultra dangereux. En fait, quand tu mets une ceinture de sécurité sans le prétentionneur, ça t'arrête, mais en te détruisant à moitié. Tu vois, par exemple, ça va tenir au niveau de l'épaule, mais ça va t'arracher l'épaule au passage. T'es encore à l'intérieur de la voiture, mais à moitié mort. Après, faut choisir, monsieur, je peux pas tout faire, moi. Et il y a un autre produit tissé qui va apparaître rapidement dans les voitures des années 80, l'airbag. Je vais pas vous faire l'insulte de vous expliquer ce qu'est un airbag, c'est-à-dire littéralement le coussin d'air. Si par hasard vous n'aviez jamais approché un airbag, sachez que c'est un petit coussin d'air qui se place entre votre tête et le volant, qui évite à votre tête et au volant de faire un gros bisou. Je sais pas vraiment quoi en foutre de cette anecdote, mais à la base, l'invention de l'airbag ne vient pas forcément d'un taux de décès très élevé. En fait, les gens, quand ils bouffaient leur volant avant, ne mourraient pas. Trop. Alors, ils pouvaient mourir, hein, mais ils mourraient pas tant que ça. En fait, le principal problème à l'époque du bisou volant-tête, c'est pas que ça tuait les gens, c'est que ça les défigurait. Donc à la base, si on a inventé l'airbag, c'était plutôt pour réduire les blessés et pas les morts. Pour le coup, il y a une anecdote assez intéressante, mais même si les airbags ont été franchement démocratisés dans les années 90, en fait, ça date de bien avant, puisque déjà dans les années 70, on retrouvait dans certaines voitures américaines des airbags. Faudra attendre les années 90 pour que les airbags apparaissent de façon assez généralisée sur les voitures en Europe. T'as plein d'innovations en termes de sécurité qui ont mis très longtemps avant d'être rendues obligatoires, mais pour le coup en France, les airbags ça a été rendu obligatoire très vite. Pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, c'était presque devenu une mode. C'est un truc dont je me souviens pas mal, mais à l'époque, l'airbag c'était révolutionnaire, c'était un truc de fou. Quand les constructeurs de l'époque disaient que leur voiture était équipée d'airbags, c'était un vrai argument très fort. Par exemple, quand tu le compares à l'ABS ou l'ESP, où ça faisait partie des arguments des constructeurs, mais les gens savaient pas vraiment ce que c'était. Et bah l'airbag ça avait rien à voir. Comme c'est très visuel, ce concept de gros coussin qui t'évite de bouffer le volant, les gens ne voulaient que ça. C'est pour ça qu'à la fin des années 90, beaucoup de voitures ont été mises à jour pour accueillir un airbag. Si t'avais un airbag et un lecteur CD, t'étais le roi du monde. Même si ta voiture, elle est ultra nulle en termes de crash et que tu vas perdre tes jambes coupées par le tableau de bord, il y avait un airbag, c'était bien. On parlera d'ailleurs dans quelques semaines des pires crash tests qui ont jamais existé. Et vous verrez que dans ces voitures ultra dangereuses, il y avait des airbags. C'est-à-dire que la voiture, elle est pas conçue pour protéger les gens en cas de crash, mais il y a un airbag. Et c'est comme ça que la demande va exploser. Et Takata, ça les arrange. Littéralement, l'airbag, c'est un coussin d'air fait en tissu tressé. C'est leur métier. Et c'est comme ça qu'à la fin des années 90, Takata va commencer à fabriquer des airbags. Pour vous expliquer très rapidement, un airbag se compose en 3 pièces majeures. Vous avez bien sûr l'airbag en lui-même, c'est-à-dire le coussin tressé, une partie avec un boîtier électronique et des capteurs qui permettent le déclenchement de l'airbag, et au cœur de tout ça, un explosif. L'airbag qui est devant votre tête, hein, le truc qui est censé vous sauver, est à la base un explosif. Alors on le verra justement un peu après dans l'épisode, mais certains gros airbags qui sont montés sur des grandes berlines ou des 4x4 ont parfois la puissance d'une petite grenade. Alors flippez pas, ça vous pète pas la tête. Enfin si, c'est un Takata si, mais bref. En fait, l'idée c'est de mettre un petit explosif qui va être déclenché par un détonateur. L'explosif est piégé à l'intérieur du coussin d'air et quand il se déclenche, le souffle crée énormément d'air. Et ce souffle de l'explosion va venir gonfler en seulement quelques millisecondes un coussin. Et une fois gonflé, le coussin va venir amortir ta tête. C'est le fonctionnement d'un airbag. D'ailleurs, je le place ici, mais il y a une croyance assez commune qui consiste à dire qu'un airbag, genre c'est un coussin doux, c'est un truc qui vient amortir ta tête. Oh, c'est mignon. Pas du tout. Pour avoir déjà subi des déclenchements d'airbag sur des tournages, je vous confirme que c'est horrible. Entre le bruit qui est assourdissant, je vous garantis que quand ça pète un airbag, t'as plus d'oreilles pendant 3 jours, et surtout ce souffle qui est ultra violent et instantané fait que si t'as le malheur de toucher le coussin, tu es grandement brûlé. On se rend pas compte, mais c'est que c'est tellement violent et rapide que le coussin devient brûlant. T'as tes dents, t'es pas mort, mais t'es grandement brûlé. Et t'entends plus rien, t'as moitié sous. D'ailleurs, si jamais vous avez des lunettes, parfois ça fait péter les verres de lunettes et tu les prends dans l'œil. Voilà, bonne journée à vous en tout cas, j'espère que ça va. Sauf que si vous avez déjà vu certains formats de cette chaîne, je vous rappelle qu'une marque automobile est une entreprise qui est là pour gagner de l'argent. Et le problème de devoir mettre des airbags partout dans les voitures, c'est que ça coûte cher. Lorsqu'un constructeur installe un airbag dans sa voiture, c'est juste un élément de plus qui baisse sa marge. Fin. Et c'est comme ça que va naître une grosse demande d'airbags pas chers. Parce qu'autant un siège en cuir de mauvaise qualité, les clients le voient, s'en plaignent et n'achèteront pas la voiture. Des phares de mauvaise qualité, ça se voit, les clients vont s'en plaindre
plaindre et n'achèteront pas la voiture. Mais un airbag de mauvaise qualité, personne le voit. Et ça, certains constructeurs vont très vite le comprendre. Et le pire, c'est que t'as aucun client qui va venir s'en plaindre. Comment tu juges la qualité d'une explosion d'airbag? Au pire, tu vas te plaindre s'il se déclenche pas, parce que là, ça se voit. Mais s'il se déclenche, qu'est-ce qui fait que ça s'est bien déclenché ou mal déclenché? Et le truc qui coûte cher dans un airbag, c'est justement l'explosif. Et si ça coûte super cher, c'est justement parce qu'on peut pas mettre n'importe quoi. Je suis sûrement particulièrement stupide. Ça, vous le savez, on se connaît depuis un petit moment quand même. À la base, je savais pas qu'il y avait plusieurs types d'explosifs, je pensais que c'était les mêmes trucs que les balles ou les grenades. Ce qui, après réflexion effectivement, en ferait justement une balle ou une grenade. En fait, ce que tu cherches avec un explosif d'airbag, c'est justement pas un explosif. Tu cherches un souffle. Les pétards qu'on vend en bureau de tabac. C'est exactement l'inverse. On cherche une grosse explosion qui fait du bruit, mais pas de souffle. À l'inverse, l'airbag, on va chercher un truc qui fait que du souffle. Je veux remplir mon coussin le plus rapidement possible. Et pas d'explosion parce qu'il faut surtout rien détruire autour. C'est pour ça que dans les airbags, on cherche des explosifs très particuliers. Et Takata, ils vont en trouver un super. Le nitrate d'ammonium. Je vous avoue que j'y connais strictement rien en chimie. Mais la seule chose à retenir, c'est que le nitrate d'ammonium pour un airbag, c'est super. Ça coûte pas cher, c'est facile à produire, c'est ultra dense, c'est-à-dire que t'as besoin d'en mettre très peu pour avoir un gros souffle. Et ça se déclenche très facilement, donc tu peux même faire des économies sur ton percuteur. T'en mets moins, ça pète plus fort et c'est moins cher. Et c'est comme ça que Takata va proposer sur le marché au début des années 2000 des airbags qui étaient 10 à 15% moins chers que ceux des autres. Et avec ces airbags pas chers, Takata va faire un carton. T'imagines qu'à un moment, Takata va quasiment avoir jusqu'à 50% du marché. La moitié des airbags vendus dans le monde venaient de l'entreprise Takata. Malgré tout ça, et pour être parfaitement objectif, le nitrate d'ammonium n'est pas parfait. Le principal problème du nitrate d'ammonium, c'est qu'il est sensible à l'humidité. Asseyez-vous parce que ce que je vais vous raconter est un peu foufou, mais si tu laisses traîner du nitrate d'ammonium dans un environnement humide, il y a une chance où il pète tout seul. Oui, Flavio, il savait avant, oui. D'un côté, c'est super pratique puisque tu as besoin d'un tout petit déclencheur pour le faire péter. De l'autre, on parle d'un truc qui est, par définition, instable. Rassurez-vous, c'est fermé dans une capsule en fer qui est ultra hermétique. Ça ne touchera jamais 1 centimètre d'humidité. Comment ça rouille? Je l'ai abordé très subtilement pour commencer à vous faire comprendre à quel point c'était une mauvaise idée. Mais il y a 2 trucs qui, à l'époque, auraient pu alerter des gens qui étaient chez Takata et qui, visiblement, n'a pas percuté, tu vois. La première des choses, c'est que le nitrate d'ammonium est un composé qui est régulièrement utilisé dans certaines usines. Vous vous souvenez de l'usine AZF en 2001? Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Tu sais, une histoire d'usine de produits chimiques où à un moment ça a pété tout seul parce que ça a touché de l'eau et ça a fait un cratère de 35 mètres de profondeur. Autre exemple, mais l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 qui a fait une espèce de boule de feu gigantissime. Et bah l'origine de l'explosion du port de Beyrouth, c'est du nitrate d'ammonium. Si déjà ce premier constat vous avez pas convaincu que c'était un peu une idée de merde de mettre ce procédé chimique dans un airbag, la deuxième raison va peut-être vous faire un peu grincer des dents. Le nitrate d'ammonium a plusieurs défauts. Alors, le premier défaut, c'est de péter et de faire des cratères, certes, mais le deuxième défaut, c'est que c'est un procédé qui est acide. Quand tu le mets en contact avec certaines matières, ça les ronge, notamment le métal. Le fer contient un truc qui fait rouiller le fer, après plusieurs années, ça rouille, ça prend l'air de dehors, humidité. Et c'est comme ça qu'au tout début des années 2000, Takata va commencer à vendre des pelles d'airbag remplies de nitrate d'ammonium. Et vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Rien. En fait, au tout début du cycle de vie des airbags Takata, tout va bien. Oui, l'explosif à l'intérieur de l'airbag est un peu instable, mais c'est contenu dans une capsule qui est parfaitement hermétique et ça pose 0 problème. Et on va continuer comme ça pendant plusieurs années, jusqu'à arriver au début des années 2010. En 2012, aux États-Unis, on va commencer à voir apparaître des accidents bizarres. En gros, c'est des accidents comme les autres, mais il y a un petit détail qui alerte certains médecins légistes. On commence à voir apparaître des gens qui ont été blessés avec des projections de métal. Comme s'il y avait un truc qui avait explosé dans l'habitacle. Et tous ces petits cas de figure un peu bizarres vont se confirmer en 2013. En 2013 va être officiellement déclaré le premier mort à cause d'un airbag Takata. Je m'excuse par avance parce que ça va être un poil gore. En 2013, sur une autoroute américaine, une conductrice a un accrochage. Un bouchon s'est déclenché d'un coup, la conductrice va être surprise, va freiner, mais malheureusement va venir tamponner la voiture de devant. On parle d'un choc à moins de 15 km/h, c'est-à-dire que dans l'immense majorité des cas, normalement t'as rien. Les gens présents dans les autres voitures autour de l'accrochage vont tous être unanimes. Ils ont entendu un boum. Mais genre un boum type arme à feu, comme s'il y avait eu un coup tiré. Et lorsque les secours vont venir voir la conductrice, malheureusement il est trop tard. Et même s'ils vont constater un tout petit choc à moins de 15 km/h, la conductrice sera retrouvée morte. On vous mettra pas d'image pour des raisons évidentes, sachez que la dame a égaré la moitié de son visage. Et à ce moment-là, les secours ne vont pas
comprendre. Comment on peut avoir d'un côté un accident si peu grave et pourtant constater une violence à l'intérieur de la voiture? Les autorités sont formelles, l'airbag a explosé et a emporté avec lui la conductrice. Et les autorités vont commencer à faire le rapprochement avec d'autres accidents similaires. Alors, ils vont aller voir ce qui se passe chez Takata. Est-ce que ça vous rappelle pas l'épisode sur le Dieselgate où les autorités commençaient à se douter de quelque chose? Et ils vont faire exactement pareil. Ils vont se pointer chez Takata, ils vont dire bonjour, on a trouvé des trucs bizarres, il y a plein de gens qui meurent, mais de façon très étrange. À tout hasard, vous y êtes pour quelque chose ou pas? En Takata, ils sont pas fous, t'inquiète pas qu'ils ont pas dit oui, hein. Ils ont dit non, 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 y a pas de problème, nos airbags ils sont... Tu caches les trucs s'il te plaît, jette tout. Y a pas de problème, tout se passe bien. Ils vont arriver avec leurs experts et leurs dossiers plein de preuves et ils vont rien trouver. Je vous dis, c'est la même à chaque fois. Tout le temps la même, tout le temps. Ils vont démonter plusieurs airbags et ils vont rien trouver. Sauf un petit détail. À l'intérieur des airbags qui vont commencer à être examinés, ils vont trouver un quatrième élément. Une capsule déshydratante. C'est un petit truc qu'ils ont rajouté sur l'explosif et qui est là pour absorber toute l'humidité. Comme s'il y avait un problème et qu'ils avaient essayé de le résoudre. Et malgré toutes leurs analyses, les autorités sur le moment ne pourront pas prouver que les airbags Takata sont dangereux. Et même si pour l'instant Takata est innocenté entre guillemets, certains constructeurs vont commencer à se méfier. Honda par exemple, qui était le client numéro 1 de Takata aux États-Unis, va lancer un rappel sur ses airbags Takata. En gros, Honda va envoyer un courrier à tous ses clients qui pourraient être concernés en leur proposant de changer l'airbag préventivement. Le préventivement intervient quand même après le décès de plusieurs personnes. Mais je vous rappelle que pour l'instant, on est en 2013 et que rien n'a été prouvé. Et c'est en 2014 que les choses vont bouger. Deux ingénieurs de chez Takata, fortement en désaccord avec la direction, vont attraper certains médias et tout balancer. Et alors, ce qu'on va trouver? Les ingénieurs vont balancer dans un dossier de plusieurs dizaines de pages que Takata savait. Ils savaient que leur idée c'était de la merde. Ils savaient que les airbags pouvaient péter de façon incontrôlée et surtout, ils l'ont masqué. Et là vous dites, bah oui, ils l'ont caché pendant le test en 2013. Bien avant. Oh oh oh. Oula 2000 tout rond. 2000 tout rond. Ils savaient déjà. Ça fait 14 ans qu'ils le savaient. Ce sera pendant l'année 2000 que Takata va constater que certains airbags ont un problème. Parfois, quand certains de leurs airbags se déclenchent, ils se déclenchent trop fort. L'explosif à l'intérieur, plutôt que déclencher un souffle, déclenche en réalité une explosion. Alors je sais que là, vous dites, oui, un airbag ça explose. Non, non, un airbag ça se gonfle. Ça te pète pas à la gueule comme si c'était une grenade. J'adore les anecdotes et exagérées. Vous pouvez demander à Flavio, il sera d'accord. Mais là, pour le coup, l'airbag devient une grenade. T'es au volant, donc t'as l'airbag qui est à peu près par là, je dirais, à 40 cm de ta tête, et ça pète comme une grenade. Sauf qu'on est en 2000, et en 2000, aucun cas pour l'instant n'est reporté. Alors ils vont mettre ça sur le compte d'une mauvaise série. Et ça va continuer. En 2002, un propriétaire d'un pick-up dans l'Alabama va avoir un déclenchement d'airbag. Encore une fois, sur un tout petit accident. 3 fois rien. Le mec n'a plus de tête. Ça va être le premier incident qui va être remonté aux oreilles de Takata, parce que pour le coup, là, c'est très compliqué de dire que c'est pas la faute de l'airbag quand même. Et ils vont encore une fois mettre ça sur le compte de la mauvaise série. L'eau en bouteille qu'on vend peut donner le cancer. Ah, non, c'est rien ça. Tant pis. Mauvaise série. Ça serait complètement fou que ça arrive. Hein? Et après plusieurs incidents du même type, Takata va mener en interne des tests. Bizarrement, quand ça commence à se voir et à se répéter, là, ça a commencé à bouger, tu vois. À leur décharge quand même, tous les tests qu'ils avaient menés en laboratoire ne donnaient jamais les résultats qu'on voit dans la vraie vie. Et c'est normal. Rappelez-vous, l'explosif, il est acide et il bouffe la capsule de l'intérieur. Mais sur une très longue période. Donc forcément, quand l'airbag sort d'usine, t'as pas de problème, mais quand ça fait 5, 10, 15 ans qu'il est sur le marché, là, t'as des soucis. Et là, Takata va le prendre très au sérieux. Ils vont récupérer une 50aine d'airbags dans des casses auto pour avoir la vraie expérience, le vrai test. Est-ce que nos airbags vieillissent mal? Et la réponse est oui, 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 oui. Les airbags vieillissent mal. La capsule en métal rouille de l'intérieur, fait rentrer de l'humidité et au moindre déclenchement se transforme en grenade. Et les ingénieurs de chez Takata qui ont mené les tests vont rendre un dossier à la direction accablant. Je vois bien les ingénieurs rentrer dans le bureau un peu catastrophés en disant bonjour, alors ça fait peut-être 7 ou 8 ans qu'on vend des airbags qui au bout d'un moment, à force de rouiller, se transforment en grenades. Oups. Après, pas de panique, en 2004, ils avaient perdu quelques parts de marché, donc ça concerne 35% de ce qu'ils vendent. Sur 8 ans, ça doit concerner quelque chose comme peut-être 15 millions aux États-Unis. Pôle emploi. Jusqu'à cette partie de l'histoire, on pourrait considérer Takata comme un fournisseur qui a merdé. Tu relèves ton erreur, tu la corriges et t'assumes, ça arrive. Sauf que c'est pas ce qui va se passer. Les ingénieurs qui ont fait les tests vont proposer plusieurs solutions à la direction. Direction qui va choisir d'enterrer.
tout. Vous brûlez absolument tout, d'accord? Oui, c'est à ce moment-là que c'est parti en couille. Il existe des traces écrites de la direction de Takata qui imposent aux ingénieurs qui ont fait les tests de détruire les résultats de ces fameux tests. À l'époque, Takata était une entreprise cotée en bourse et ils ont eu peur que si le problème s'ébruite, les actions s'effondrent et que par conséquent, la boîte coule. Alors ils ont rien fait. Et pour comprendre à 100% pourquoi Takata en 2004 n'a rien fait, il faut remettre dans le contexte qu'on est aux États-Unis. Aux États-Unis, si tu organises un rappel, tu te rends automatiquement coupable. Le simple fait d'admettre qu'il y a eu un problème peut t'exposer à d'énormes sanctions. Sanctions financières évidemment qui vont aussi se retrouver dans le cours des actions. D'un côté, c'est très bien que ce soit sanctionné sévèrement parce qu'il y a des gens qui en meurent et ils savaient déjà à l'époque qu'ils faisaient un peu de la merde. Et de l'autre, ça crée des conséquences tellement graves que c'est typiquement ce genre de problème que les constructeurs vont essayer d'enterrer. Et alors que ça aurait pu s'arrêter en 2004, Takata s'est enfoncé dans son mensonge et a continué à vendre des airbags défectueux. C'est en 2008 qu'il y aura la troisième alerte, cette fois-ci directement de chez Honda. Honda et Takata, c'est deux entreprises japonaises qui se connaissent bien, tu sais, ils se serrent les coudes, tu vois. Et quand c'est ton pote de toujours qui commence à te dire écoute, tes airbags ils sentent un peu la merde, là c'est qu'il y a un souci. C'est donc en 2008 que plusieurs modèles de la marque Honda vont être rappelés. En toute discrétion. Mais alors, Honda et Takata, qui sont bien potes, vont organiser un rappel comme si de rien n'était. Passe au garage, on gère tout. Et après ce rappel de certaines Honda en 2008, il va rien se passer. Bah non, c'est bon, c'est rappelé. On a rappelé toutes les voitures qui étaient concernées, toutes les voitures de la marque Honda. Rappeler les voitures Honda en 2008, c'est bien gentil, mais le problème, c'est que Takata, ils vendent partout. Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Daihatsu, Dodge, DS, Ferrari, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota et Volkswagen. En général, c'est le genre de moment où on dit un truc du genre Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup. Et pourtant, malgré l'imminence du problème et le fait que ça commence à se voir, rien ne bouge. Jusqu'en 2014. Les ingénieurs révèlent tout à la presse et cette fois-ci, Takata n'a pas d'autre choix. Takata va devoir assumer. Entre 2014 et 2016, certains constructeurs que je viens de vous citer vont organiser des rappels massifs. Et Takata va s'engager à prendre en garantie tous les airbags défectueux, ainsi que tous les frais occasionnés par le rappel. Sauf qu'à fin 2016, on estime que Takata va devoir remplacer 64 millions d'airbags. Juste aux États-Unis. Je m'assois et je vous le redis, 64 millions juste aux États-Unis. Arriver à faire passer Volkswagen et son Dieselgate pour des petits joueurs, bravo hein. Alors là, pas mal hein. Imagine par miracle, tu peux solutionner le problème à 1 euro par airbag. 64 millions d'euros qui partent. Et c'est en janvier 2017 que le coup près tombe. Après un procès ultra médiatisé, 3 dirigeants vont prendre de la prison ferme. Ce qui me rassure un petit peu quand même, tu peux pas faire n'importe quoi et ne pas aller en prison. Et l'entreprise va écoper d'une amende d'1 milliard de dollars. Ça fait beaucoup. Est-ce que vous prenez le sans contact? Merci. Sachant qu'on parle là d'une amende pure juste aux États-Unis. En janvier 2017, ils n'ont pas encore été jugés dans le reste du monde et ça prend même pas en compte les rappels et garanties qu'ils vont devoir assumer. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Tout comme un Volkswagen par exemple qui a su se relever après une amende record. C'est pas grave. Sauf que ce que j'aime bien dans l'histoire Takata, c'est qu'il y a un scandale dans le scandale. Parce que le souci quand tu condamnes une entreprise à 1 milliard de dollars plus les garanties et les rappels, bah faut les payer ces dollars. Et pour payer ces dollars, Takata va faire ce qu'ils savent faire de mieux. Des airbags. Sauf que le problème, c'est que peut-être à cause du manque de moyens, ou d'envie, ou les deux, Takata a vendu des airbags identiques. Là, j'avoue, j'ai pas. Là, j'adorerais rencontrer des dirigeants de Takata pour leur demander, leur dire, je sais pas, qu'est-ce qui vous est passé par la tête. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une liste de modèles concernés qui est terrifiante. On parle de quasiment 30 marques de voitures concernées dans le monde. J'aime beaucoup parce que dans la liste, il y a des modèles incroyables. Genre Audi R8, BMW M3, Ford GT. Celle-là, là. Alors, tu sais qu'elle va te tuer, mais tu sais pas comment. Chrysler Crossfire, Dodge Challenger, il y a même des Ferrari dans la liste. California 458, 488, FF, F12, GTC 4, 812 Superfast. Et face à l'ampleur des dettes que Takata doit payer, ils feront faillite le 26 juin 2017. Et d'un côté, tu te dis bien fait. Alors là, c'est mérité. Et je suis 100% d'accord avec vous, c'est mérité. Ouais. Sauf que qui paye? Je vous rappelle qu'au moment de la faillite, on parle de 65 millions de véhicules juste aux États-Unis. Et même si jusqu'ici, c'est Takata qui avait payé pour les airbags défectueux et les rappels, à partir de leur faillite, c'est les constructeurs qui vont payer. Et pas mal de constructeurs commencent à flipper. Ils vont devoir prendre en charge un truc dont ils sont même pas responsables. Par exemple, Ford estime que le scandale Takata lui a coûté pour l'instant 700 millions de dollars. General Motors estime que ça leur aurait coûté 1 milliard. Après pareil, il y a deux façons de voir le truc. D'un côté, ils payent pour des airbags qu'ils ont même pas fabriqués
fabriqués, et de l'autre, bah ils étaient bien contents d'avoir des airbags pas chers. Ils ont pas vraiment cherché à l'époque à savoir pourquoi c'était pas cher. Et si le problème avait fait beaucoup de bruit aux États-Unis, il va commencer à faire du bruit chez nous, en France. Ça fait déjà plusieurs années que certains accidents dans les Outre-mer commencent à présenter des similitudes avec l'histoire Takata. En décembre 2019 à La Réunion, un couple se sépare. Alors qu'ils viennent de se séparer, la conductrice d'une Citroën C3 suit la voiture de son petit ami. Et au moment de passer le ralentisseur, le petit ami entend une explosion. La voiture de son ex-compagne s'arrête et la conductrice est morte. Ouais, l'ambiance d'un coup est moins sympa. La police arrive, une enquête s'ouvre et le petit ami est immédiatement incarcéré pour meurtre. Et il sera innocenté quelques jours plus tard après l'autopsie. L'airbag s'est déclenché. Mais cette fois-ci, l'airbag s'est déclenché tout seul. Alors jusqu'ici, on était dans le scandale dans le scandale, mais permettez-moi de vous accueillir dans le scandale dans le scandale dans le scandale. Dans certains territoires chauds et humides, comme par exemple La Réunion, les airbags peuvent exploser tout seul. Tu roules, il se passe rien, paf. C'est horrible. Les autorités vont commencer à faire le rapprochement dans les affaires et on estimera que les Outre-mer ont été victimes de 17 décès à cause des airbags Takata. Et l'histoire s'arrête pas là puisque même en métropole en 2023, certains airbags vont commencer à exploser. Avec le dernier accident en date, et c'est très frais puisque ça date du 11 juin 2025 à Reims, avec une conductrice qui a perdu la vie à cause de son airbag Takata. Il y a eu 17 morts en Outre-mer, il y a rien qui a bougé. Il y a eu un mort à Reims, là ça a bougé. Puisqu'après cet accident qui est survenu à Reims il y a quelques mois, le gouvernement s'est saisi de l'affaire. L'État français a décidé d'interdire à 1,7 million de véhicules le droit de rouler. Il y a quand même 1,7 million de personnes qui avaient certainement très besoin de leur bagnole qui n'ont pas pu s'en servir du jour au lendemain. Et on arrive à la fin de cet épisode avec la question, on en est où? Déjà entre le moment où je tourne ça et le moment où ça va sortir, il est possible que ça bouge, parce qu'encore une fois, on parle d'événements très récents. Il y a quelques semaines, l'association UFC Que Choisir a décidé de porter plainte et à réclamer l'ouverture d'une enquête parlementaire sur le sujet des airbags Takata. Et aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de clients et de victimes qui se joignent à cette plainte pour réclamer réparation. Leur revendication, c'est bien sûr la malfaçon des airbags Takata, mais pas que, puisque pour rappel, mais entre 2014, où l'affaire a commencé à être connue, et 2018, la fin réelle de production des airbags Takata, certains constructeurs ont continué de s'approvisionner là-bas. Et quand on cumule toutes les années de commercialisation et tous les modèles concernés, on considère que les airbags Takata sont responsables directement de plus d'une trentaine de morts. Un chiffre qui est probablement largement sous-évalué puisqu'on a mis très longtemps à se rendre compte du problème. Et aujourd'hui, on estime qu'au total, ce serait plus de 200 millions de véhicules à travers le monde qui seraient concernés par le scandale Takata. Je sais pas vraiment si j'ai un conseil à vous donner dans cette histoire puisque normalement les constructeurs sont censés avoir lancé des campagnes de rappel pour tous les véhicules concernés. Je vous mets en description le lien de la liste officielle des véhicules concernés et si jamais votre voiture n'a pas encore été rappelée, pensez à vous rapprocher de votre concessionnaire. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Pensez au petit pouce, l'abonnement, le commentaire et on se retrouve jeudi prochain 18h15 pour une nouvelle vidéo. Gros bisous! Ok, vous êtes prêts? Attention à vos oreilles, ça va péter! Waouh! La peluche est passée dans le plafond.